Déjà vous remercier. Pierre Lévy donc, est philosophe français. Il nous parle aujourd'hui depuis le Québec et va nous parler de l'intelligence collective qui était le fil conducteur de la journée. Mais je vais vous laisser en quelques mots vous présenter Pierre et puis délivrer le message que vous nous avez préparé et ensuite interagir avec les membres présents. C'est à vous. D'accord, très bien. Alors, bon après-midi à tout le monde et je souhaite un plein succès à vos travaux. Écoutez, j'ai publié il y a maintenant 30 ans un livre qui s'appelait L'intelligence collective. Et en fait, c'est le premier livre sur ce sujet, et plus particulièrement l'intelligence collective à support numérique. C'est-à-dire, la question que je me posais, c'était qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec les nouvelles techniques de communication numérique, avec les réseaux, Internet, etc. Et ma réponse était, eh bien, ce qu'on peut faire de mieux, c'est augmenter notre intelligence collective. Ce qui ne veut pas dire que c'est toujours l'intelligence collective qui gagne avec les médias sociaux, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, je vais simplement vous présenter quelques idées qui, j'espère, vont vous aider. J'ai essayé de choisir des idées clés qui peuvent vous accompagner dans votre pratique, sachant qu'il existe de très nombreux ouvrages, en plus du mien, sur le sujet, sur l'intelligence collective. Il y a plusieurs revues scientifiques. Il y a même, il y a 2 ans, il y a une grande revue scientifique qui a été créée qui s'appelle Collective Intelligence Journal. Et en plus, il y a énormément de consultants qui vont vous promettre de l'intelligence collective. Donc c'est un très vaste sujet et je ne pourrai malheureusement qu'être bref. Alors nous allons passer à la diapositive suivante. Et on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective, puisque en bon philosophe, bien sûr, il faut définir les concepts. Alors il se trouve que c'est un concept qui a d'abord été élaboré dans le domaine de la biologie et de l'éthologie. On peut considérer que déjà un écosystème de cellules, c'est-à-dire au fond n'importe quel organisme, c'est déjà de l'intelligence collective. On a aussi beaucoup étudié l'intelligence collective des fourmis, des abeilles, mais même aussi des oiseaux, des poissons, des mammifères, etc. En fait, tous les animaux sociaux manifestent une certaine forme d'intelligence collective, c'est-à-dire ils sont plus intelligents à plusieurs que tout seuls, et ils résolvent des problèmes collectivement. Alors, l'humain est évidemment un animal social, et grâce à l'usage des symboles, nous pouvons aller beaucoup plus loin que l'intelligence collective des fourmis, bien sûr. Hein. Alors, je considère que avec l'invention de l'écriture, on a passé une certaine étape avec des sociétés beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus organisées, avec une mémoire beaucoup plus précise. Et puis, avec les inventions de l'alphabet, du papier, etc., il y a eu même une amélioration des techniques d'écriture, et puis beaucoup plus de gens étaient capables de lire et d'écrire, et ça encore a augmenté l'intelligence collective. Encore un autre bond avec l'apparition de l'imprimerie et des médias de masse, et aujourd'hui, avec l'informatique, eh bien, je pense qu'on est à la dernière étape en date des progrès de l'intelligence collective. Mais ceci dit, les médias ne suffisent pas, bien sûr. S'ils sont une condition de possibilité d'une meilleure intelligence collective, mais ce n'est pas une détermination technologique absolue. Alors maintenant, dans le champ de l'informatique, beaucoup de progrès ont été faits en intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on essayait de donner
aux ordinateurs le maximum d'intelligence possible. On essaie de faire en sorte qu'ils soient aussi, voire plus intelligents que les humains. Mais il y a toujours eu une autre tendance dont on parle beaucoup moins, et d'ailleurs dont l'Internet et puis tous les logiciels de collaboration, les médias sociaux, etc., sont une illustration, et c'est l'effort pour utiliser l'informatique en réseau pour augmenter l'intelligence humaine, l'intelligence personnelle et bien sûr aussi l'intelligence collective. D'ailleurs, je considère que l'intelligence artificielle contemporaine, vous savez, les grands modèles de langue, ChatGPT, etc., sont bien sûr une forme d'intelligence collective, sont un médium de l'intelligence collective dans la mesure où ils résument la mémoire numérique avec laquelle on les a entraînés, et donc ils permettent à des individus dispersés un peu partout dans le monde, distribués partout, d'avoir le contenu, disons, d'accéder au contenu de cette mémoire de manière très facile. Et cette mémoire, elle a bien entendu été alimentée par des millions de gens. C'est pour ça que je dis que c'est aussi une forme d'intelligence collective. Alors maintenant, dans ce qui est plus proche de nos intérêts, au point de vue de la gestion, eh bien, il y a tout un tas de méthodes qui permettent de mettre les connaissances à la disposition de tout le monde, d'être plus transparent sur les compétences des uns et des autres, de manière à ce qu'on puisse faire appel facilement à ces compétences. On peut viser des systèmes de délibération et de décision plus efficaces, etc. Alors moi, je donnerais une définition, je dirais l'intelligence collective, pour garder ça en tête, c'est l'art de maximiser simultanément la liberté créatrice et l'efficacité collaborative. Alors là, diapositive suivante. Et donc, c'était la première idée que je voulais vous donner, c'est que l'intelligence collective n'est pas une solution. C'est un problème à résoudre. C'est-à-dire, comment faire en sorte que les gens gardent leur liberté de penser, leur capacité créatrice, et en même temps qu'ils soient capables de collaborer très efficacement. Donc il s'agit non seulement de concilier les deux, mais de faire en sorte que chacun des deux pôles alimente l'autre. Voilà. Donc ça, c'était ma première idée. Maintenant, deuxième idée, et là, diapositive suivante. Donc, diapositive suivante. Voilà, merci. Donc, deuxième idée, eh bien, l'intelligence collective, c'est essentiellement, enfin, en tout cas, une condition nécessaire pour l'intelligence collective, c'est qu'une communauté dans laquelle il existe une multiplicité de gens avec des expériences différentes, etc., que cette collectivité réussisse à former une unité. Et pour cela, eh bien, il faut une vision commune. Alors, dans votre cas, cette vision, qui est aussi une mission, c'est de prévenir et de mitiger les catastrophes. Donc, prévenir d'abord, c'est-à-dire recenser et surveiller les facteurs de risque, déterminer les relations entre les facteurs de risque, découpler les facteurs de risque, éviter les effets d'entraînement. Par exemple, si toutes les ressources sont concentrées à un seul endroit et que la catastrophe arrive à cet endroit, bah à ce moment-là, vous n'aurez plus de solution alternative. Donc, il faut essayer de faire en sorte que ce qui arrive de mal à un endroit n'entraîne pas la catastrophe ailleurs. Mais ça, il faut y penser à l'avance. Et puis, tout un travail de mitigation, se préparer
avoir les matériels nécessaires, les compétences, les réseaux humains prêts à réagir, etc. Donc, pour moi, je pense que vous avez une mission d'intérêt public très simple, très facile à comprendre, protéger la société des catastrophes. Ça devrait être vraiment ce qui vous unit. Voilà. Donc, slide suivante. On ne peut pas avoir d'intelligence. Oups, attendez, là, non, 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 vous êtes allé trop loin. Alors, encore avant, encore avant. Voilà, très bien. Alors, donc, deuxième idée, une intelligence collective doit avoir une identité. D'accord ? Si on n'a pas d'identité, ben on ne peut pas être intelligent collectivement. Donc, on a une équipe, on a une collectivité, mais on a, c'est-à-dire une multiplicité, mais on a une vision commune qui rassemble tout le monde. Et cette mission, dans votre cas, cette vision, c'est précisément votre mission de prévenir et de mitiger les catastrophes. Alors, j'ajouterais peut-être que pour faire cette relation entre l'unité et la multiplicité, eh bien, il faut une certaine autonomie, c'est-à-dire une capacité d'auto-représentation ou d'auto-référence, une capacité d'autorégulation et une capacité d'auto-reproduction ou d'auto-réparation. Donc l'autonomie, c'est tout ça. Hein, c'est pour avoir une identité qui se tient, il faut au moins tous ces éléments. Alors maintenant, slide suivante. Alors, à partir de maintenant, je vais vous parler de manière très générale, et puis c'est à vous qui connaissez votre situation, votre environnement, etc., d'illustrer les concepts très généraux dont je vais vous parler par des faits, des choses concrètes, des gens que vous connaissez, etc., parce que moi, je ne connais pas exactement votre situation, mais en général, disons que il existe une interdépendance entre différents pôles d'une collectivité. Alors, dans le schéma hexagonal que vous voyez, ce qui est en haut est plutôt virtuel et ce qui est en bas est plutôt actuel. La colonne de gauche concerne, disons, le partage de l'information, les connaissances, le système de communication. Ce qui est au centre concerne la collectivité humaine, l'éthique, les personnes, et ce qui est à droite concerne la capacité d'action, c'est-à-dire non seulement les compétences, les institutions, etc., mais aussi la réalité tangible, les réseaux techniques, les bâtiments et tout ça. Alors, l'idée ici, c'est que chaque fois que vous avez, par exemple, une augmentation de vos connaissances, hein, vous apprenez des choses nouvelles, eh bien, ça va améliorer tous les autres pôles de l'intelligence collective. Ou bien, si vous avez un défaut quelque part, par exemple, un défaut d'équipement, ou un problème de confiance dans le réseau des personnes, etc., eh bien, ça va affaiblir tout le reste. C'est ça l'idée d'interdépendance. Alors, je vous demande de bien garder en tête que toutes ces choses-là, qui sont représentées sur le diagramme, eh bien, sont interdépendantes et ne doivent pas être négligées. Il faut négliger ni l'éthique, ni la connaissance, ni le système de communication, etc. Parce que, disons que, vous savez, c'est l'idée selon laquelle la force d'une chaîne est égale à la force du maillon le plus faible. Hein, voilà. Donc, slide suivante. Voilà. Donc, gardez en tête qu'on a au moins 3 dimensions de l'intelligence collective qui sont interdépendantes.
les connaissances et les systèmes de communication, la communauté humaine et les règles éthiques qui animent cette communauté, et puis les compétences, évidemment le financement et tout ce qui concerne le matériel, les équipements. Alors tout ça, l'information, les gens, la capacité de faire, c'est interdépendant et ça contribue à construire l'intelligence collective. Alors, parfait, vous avez passé à la slide suivante sans même que je le demande, c'est merveilleux. Alors donc maintenant, quatrième idée, on avance. Il faut considérer deux intelligences collectives. Celle de la communauté dont on parle et que vous formez, d'accord, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent à prévenir et à mitiger les catastrophes, et puis l'intelligence collective des autres, c'est-à-dire les populations à risque, c'est-à-dire les institutions, enfin ce que vous appelez, je n'ai pu entendre que 3 phrases dans les discours introductifs, mais enfin ce que vous appelez mobiliser les territoires, n'est-ce pas? Et il se trouve que si vous êtes merveilleux, vous formez une extraordinaire intelligence collective, mais que vous n'aidez pas les gens que vous êtes censés protéger à former eux-mêmes une intelligence collective, eh bien, vous n'irez pas loin. Donc, encore une fois, une interdépendance entre notre propre intelligence collective, nous travaillons en bonne intelligence, nous nous écoutons, nous partageons la même vision, etc., mais aussi l'intelligence collective des populations qu'on protège, donc favoriser leur autonomie, les former, les mobiliser, etc. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la slide suivante, qui résume l'idée, l'intelligence collective, ça se partage. Il y a l'intelligence collective de l'équipe et celle des partenaires. Et chacune des deux renforce l'autre. Voilà. Donc maintenant, slide suivante. Alors là, il s'agit de l'idée de l'apprentissage permanent. Vous voyez, bon, j'ai intitulé cette diapositive « Le cycle de l'intelligence collective ». Mais c'est plus qu'un cycle, parce que vous remarquez qu'au centre, il y a la mémoire. C'est-à-dire qu'on observe, d'accord? Alors on prend des mesures, on interroge des gens, on agrège des données, on analyse, on fait la synthèse, etc. À partir de ces observations que l'on enregistre dans la mémoire, d'accord? Pas seulement d'ailleurs dans une mémoire numérique, on peut aussi s'en souvenir dans notre mémoire vivante. À partir de ces observations, on va délibérer, c'est-à-dire on va conceptualiser la situation, on va raisonner, on va communiquer entre nous et on va chercher des solutions. À partir de cette délibération, nous allons prendre des décisions à partir de procédures institutionnelles quelconques, mais ça peut être aussi des votes, des sondages, des statistiques, etc., qui entraînent une décision automatique. Et à partir de cette décision, on va agir n'importe comment, on va planifier, on va mobiliser les ressources, on va se coordonner, etc. Et ensuite, le cycle continue, nous allons observer. Et donc, vous comprenez qu'il y a une rétroaction, un feedback, et que c'est un cycle sans fin, ça ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Et qu'on peut reconceptualiser, par exemple, faire de nouveaux raisonnements, trouver des nouvelles solutions à partir d'observations auxquelles on ne s'attendait pas, etc. Donc, il y a un processus d'évaluation constant de ce qui peut-être parfois nous semble permanent et ne pas devoir changer. C'est sûr que si on n'évalue pas notre action, et pas seulement notre action, notre manière de réfléchir, etc., on ne va pas progresser et donc on ne va plus être intelligent, ni collectivement, ni individuellement. Donc ça, c'était la 5e idée, l'apprentissage permanent. Alors,
je voudrais maintenant introduire une sixième idée qui est un peu complexe, et donc ça va me prendre plusieurs diapositives pour vous l'expliquer. Et donc ce que je vous propose ici, c'est une réflexion, enfin un début de réflexion, sur cette idée de mémoire commune que vous avez vue au centre dans la diapositive précédente. Et au fond, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il existe une forme de communication dont on parle très rarement, c'est la communication par l'intermédiaire d'une mémoire commune ou d'une mémoire partagée. Alors, vous voyez, cette diapositive vous présente trois dispositifs de communication. Communication 1 à 1, comme dans un dialogue entre deux personnes, mais aussi comme on a l'habitude par le courrier, par la poste, par le téléphone. Il y a une forme de communication 1 vers plusieurs, comme par l'intermédiaire de la presse, de la radio, de la télévision, les médias de masse en général. Et puis, il y a une communication plusieurs vers plusieurs, comme dans les réseaux décentralisés de type Internet. Mais vous voyez que dans ce schéma plusieurs vers plusieurs, il est difficile de faire quelque chose de cohérent. Et en fait, si on essaye d'obtenir une communication cohérente avec une progression dans le temps, eh bien, on va se coordonner par l'intermédiaire d'une mémoire commune que chacun va augmenter. Et il y a un mot pour ça, s'appelle la stigmergie. Alors là, slide suivante, qui a été d'abord observée chez les sociétés d'insectes. Bon, vous savez, c'est l'histoire classique de la fourmi qui trouve quelque chose de bon à manger, qui le ramène à la fourmilière, et elle, en ramenant la bonne chose à manger à la fourmilière, la fourmi laisse derrière elle des traces, des petites gouttes odorantes, des phéromones qui vont guider les autres fourmis vers la source de nourriture. Et plus il y a de fourmis qui suivent ce chemin et qui ramènent quelque chose à la fourmilière, et plus le chemin va être balisé par ces phéromones. Et donc, en fait, sans même se parler, entre guillemets, eh bien, simplement par leur action, en laissant des traces de leurs actions dans l'environnement, les fourmis vont se coordonner. C'est ça, la stigmergie. Mais alors, bon, nous, bien sûr, on ne laisse pas des traces de phéromones. En général, on laisse des traces sous forme symbolique, par exemple des traces écrites, n'est-ce pas? Et dans l'environnement numérique, alors là, slide suivante, dans l'environnement numérique, vous voyez sur la photo, vous avez la représentation d'un centre de données. C'est là que sont toutes les données qui vous concernent sur données de Facebook ou d'autres médias sociaux. Voilà, c'est là que Google enregistre l'ensemble des sites web de la planète. C'est là que OpenAI entraîne son intelligence artificielle avec les données en question. Eh bien, nous, au fond, nous communiquons par l'intermédiaire d'une mémoire commune qui est la mémoire numérique. Et les symboles que nous laissons dans cette mémoire commune, eh bien, puisqu'on est dans un environnement numérique, ce sont des données. Voilà. Et donc, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais chaque fois qu'on fait un like, chaque fois qu'on s'abonne à quelque chose, chaque fois qu'on achète quelque chose, chaque fois qu'on met un tag ou un hashtag quelque part, etc., on transforme la mémoire
et on la transforme non seulement pour nous, mais on la transforme aussi pour les autres. C'est-à-dire que nous ne cessons pas d'envoyer des messages implicites dans la transformation des rapports entre les données, dans la transformation des bases de données, par l'intermédiaire de cette mémoire commune. Et alors, la plupart du temps, c'est inconscient, mais on peut aussi le faire d'une manière consciente, et je vous recommande de le faire dans le cadre de votre mission. Il y a des exemples bien connus, Wikipédia par exemple, dans lequel tout le monde peut écrire, éditer, etc. Mais tout le monde voit ce que font les autres, et les gens éventuellement peuvent s'envoyer des messages les uns aux autres, mais la communication se fait par l'intermédiaire de cette base de données commune. Le système du logiciel libre fonctionne exactement de la même façon, les médias sociaux fonctionnent de la même façon. Donc voilà, c'est une bonne stratégie, utiliser les techniques dont on dispose aujourd'hui, mais le faire d'une manière consciente. Alors, slide suivante, c'est merveilleux. Donc vous voyez, nous avons 3 pôles, et chacun des 2 pôles alimente les 2 autres. Et ce qui nous intéresse ici, évidemment, c'est la communication humaine qui est augmentée par la mémoire numérique et par l'intelligence artificielle, sachant que ce sont les données dans la mémoire qui alimentent l'intelligence artificielle, et que les données dans la mémoire auxquelles on peut accéder directement ou indirectement par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle alimentent la communication humaine. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle l'intelligence collective stigmergique. Et c'était ma 6e idée. Maintenant, nous allons arriver à la dernière idée que je voulais vous proposer, et qui concerne la création de connaissances, parce que vous vous souvenez sans doute que l'intelligence collective, ça consiste à exercer sa liberté créatrice en même temps que son efficacité collaborative. Mais la liberté créatrice, au fond, principalement la création de connaissances. Alors, comment crée-t-on des connaissances collectivement? Eh bien, il faut considérer qu'il existe un domaine de pratique qui est commun aux membres de l'équipe, de la communauté en question. Alors, le savoir-faire pratique, c'est souvent quelque chose qu'on a dans nos réflexes, dans notre corps, dans notre façon de faire. On se rappelle que ça a bien marché comme ça la dernière fois, on le fait, etc. Mais si on nous demande de le théoriser ou de l'expliquer avec des règles simples et facilement compréhensibles, souvent c'est difficile. Et pourtant, c'est nécessaire, parce que si on réussit à transformer ce qu'on appelle la connaissance tacite, celle qui est dans nos réflexes, qui vient de l'expérience, en connaissance explicite, comme par exemple ce qu'il y a dans un document, ou dans une base de données, ou dans un logiciel qui réifie une certaine façon de faire, eh bien, quand on a réussi à rendre la connaissance tacite explicite, eh bien, on peut la partager facilement, et on peut la partager à grande échelle. Donc, c'est ça l'avantage de transformer la connaissance tacite en connaissance explicite. Alors ensuite, il y a évidemment une deuxième action importante à faire, c'est qu'une fois qu'on a pris connaissance de ce savoir explicite, bien sûr, il faut l'appliquer, il faut le mettre en pratique, il faut le faire rentrer dans nos réflexes. Et ça, ça demande un travail. En fait, les 2 choses demandent un travail. Expliciter la connaissance, et puis, à partir d'une connaissance plutôt théorique ou réifiée d'une manière ou d'une autre, le faire passer dans la pratique, c'est aussi un travail. Alors, pour faire ces 2 types de travaux, eh bien, il est indispensable de
communiquer, mais là, pas communiquer par l'intermédiaire d'une mémoire commune, etc., mais de communiquer directement entre personnes et de s'entraider individu à individu. N'est-ce pas? On a besoin de ça pour expliciter ce qu'on sait. C'est beaucoup plus facile de parler à quelqu'un que d'écrire tout seul. Et puis, on a besoin aussi d'aide pour mettre en pratique des nouvelles connaissances. Et donc, on a besoin de coach, de mentor, etc. Alors, vous voyez le mouvement général de la création de connaissances. Donc, vous avez un ensemble d'individus, de pairs, qui ont une pratique commune, ou des pratiques proches, disons, et puis qui, en fonction de cette pratique, vont expliciter des connaissances, les mettre dans le pot commun, dans la mémoire commune, en faire de la connaissance explicite, et puis ça va revenir, donc tous ces individus vont aller chercher les connaissances qu'elles n'ont pas dans ce pot commun et vont essayer de la mettre en pratique. Et là encore, vous voyez que c'est un processus circulaire, enfin, disons plutôt en spirale. Voilà. Alors, dernière slide, et au fond, c'était la 7e idée que je voulais vous présenter sur la création collective de connaissances. Et là, on a encore une fois 3 pôles. Faire passer la connaissance tacite en connaissance explicite, faire passer la connaissance explicite en pratique efficace, et ces deux opérations ne peuvent se faire que dans un cadre social où il est possible d'avoir des conversations civilisées entre personnes qui s'entraident. Voilà, donc je pense que je vous ai proposé 7 idées qui sont peut-être assez faciles à comprendre, mais pas toujours faciles à mettre en œuvre dans la complexité et la rigidité des situations. Voilà, j'écoute maintenant. Donc, je vous remercie pour votre patience et je suis prêt à entendre vos questions. Merci beaucoup, Pierre. Finalement, malgré la défaillance technique, le fait que vous soyez intervenu après les ateliers a bien du sens, je trouve, parce qu'on retrouve pas mal de notions qui ont été abordées, d'apprentissage, de mémoire, de transmission, de confiance. Il y a déjà des questions dans la salle, donc je vais laisser Franck Brachet vous poser la première question, puis j'invite nos autres membres à réfléchir à d'autres interpellations. Voilà, alors parlez bien fort dans le micro. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Parlez fort dans le micro, oui. Allez-y. D'abord, je voulais vous remercier pour votre présentation et vos recherches. Depuis les 30 dernières années, je pense que vous êtes un de ceux qui a mieux défini ce qu'est l'intelligence collective, parce que vous avez su rendre un sujet compliqué, vous l'avez vulgarisé en quelques slides, et je vous remercie pour ça. Alors moi, j'ai 2 questions à vous poser. C'est que pendant toute votre intervention, j'ai été très, très attentif sur vos propos et votre vocabulaire utilisé. Vous n'avez utilisé que 2 fois le mot complexe. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est quelque chose qui est complémentaire de vos travaux? Parce que je suis un adepte d'Edgar Morin. Moi, je pense que l'intelligence collective, justement, elle est là pour résoudre des problèmes complexes. Nous, au Risk Manager, nous devons collaborer dans un monde de plus en plus interconnecté, de plus en plus complexe, pour résoudre. Est-ce que c'était volontaire de ne pas utiliser ce vocable, de l'avoir utilisé que 2 fois, ou est-ce que c'est parce que vous nous réservez des surprises pour un prochain livre? Merci beaucoup. Bon, alors, écoutez, moi, quand j'étais étudiant, j'aimais beaucoup lire Edgar Morin. En particulier, j'étais fasciné quand il a sorti les premiers tomes de son grand ouvrage La méthode, qui était en fait une espèce d'énorme manifeste pour la pensée complexe. D'accord ? Donc je n'ai absolument rien contre la pensée complexe.
dans la mesure où elle s'oppose au simplisme. Ceci dit, vous avez aussi apprécié une certaine simplicité de mon exposé. Donc, la complexité ne s'oppose, d'ailleurs, ça fait partie de la pensée complexe, la simplicité ne s'oppose pas à la complexité. C'est le simplisme qui s'oppose à la complexité. Donc, non, je n'ai pas du tout fait exprès de l'employer que 2 fois. D'ailleurs, si je l'ai employé, c'est que je n'ai rien contre l'idée de complexité. Bien sûr, on vit dans un environnement complexe, mais oui, l'intelligence collective sert à résoudre des problèmes complexes, mais aussi, comme j'ai essayé de le dire, c'est aussi un problème, l'intelligence collective, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose de simple. Voilà. En tout cas, merci pour votre question. J'espère que j'y ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Alors, Philippe Garnier va vous poser une question, Pierre. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation extrêmement intéressante. J'avais juste une petite question par rapport au graphique que vous montriez, le cycle de l'intelligence collective. Dans la partie action, vous incluez la notion de planification. Et pour ce qui nous concerne, enfin, en tout cas dans l'équipe à laquelle j'appartiens, la question de la planification elle serait plutôt dans la partie décision, même si dans l'action, il y a la mise en œuvre de la planification. Donc je voulais savoir qu'est-ce que recouvrait en fait cette notion de planification, si c'était sa mise en œuvre de ce qui a été planifié sur la partie décision ou si c'était autre chose. Bah, disons que dans mon esprit, la décision consistait simplement à établir la finalité ou le but à atteindre. Et à ce moment-là, il y avait la planification dans l'action. Maintenant, si vous planifiez dans la délibération, bah à ce moment-là, ça va être dans la décision. Voilà. Mais disons que la raison pour... Donc, vous pouvez aménager ces petits schémas comme vous voulez. Hein. Ce n'est pas des vérités dogmatiques, mais il se trouve que dans la littérature sur l'intelligence collective, il y a beaucoup de références à des décisions qui sont prises de manière statistique ou par des votes ou par des choses comme ça. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on essaye de faire, où on dit quelque chose, voilà, où on fait la moyenne de ce que les gens ont dit, etc. C'est plutôt ça la décision. Maintenant, c'est vraiment ouvert. Hein. Vous pouvez le distribuer comme vous voulez. Oui, Christian Després, donc je suis très intéressé pour vos premières remarques sur la stigmergie, la vie des fourmis, tout ça, c'est vraiment passionnant. Mais je sens à un moment glisser votre exposé sur, non pas l'intelligence collective, mais sur la concurrence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Alors, j'ai une question qui est un peu une sorte de quiz que j'essaie de passer. C'est quels sont les domaines que vous pourriez identifier qui sont inabordables, qui résisteront durablement à l'intelligence artificielle? Bon. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un domaine de recherche qui maintenant date de la moitié du XXe siècle. Donc, on a bien 75 ans de recherche derrière soi. C'est très difficile parce qu'au début, on disait jamais un maître d'échecs ne sera battu par un ordinateur et hop, c'est arrivé. Ensuite, on essayait avec des méthodes d'intelligence artificielle de faire de la traduction automatique, on n'y arrivait pas, puis on disait jamais l'intelligence artificielle n'arrivera à faire de traduction. Et maintenant, ils arrivent à faire de la traduction. Donc, voilà, je ne mettrai pas de limite a priori. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est toujours les êtres humains qui alimentent l'intelligence artificielle, que ce soit
de manière statistique ou avec des réseaux neuronaux, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, qui s'alimentent des données qui sont fabriquées par les êtres humains, ou que ce soit par des programmes avec des règles logiques, etc., qui sont, encore une fois, programmés par des êtres humains. Donc en réalité, il ne faut jamais oublier que l'intelligence artificielle, c'est un médium, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose d'autonome, c'est un médium de l'intelligence humaine. Voilà. Donc ça, déjà, il faut bien le garder en tête. Et je dirais que s'il y a une chose que je peux me tromper, hein, mais s'il y a une chose que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à faire, c'est de la créativité, c'est-à-dire aller plus loin que ce que l'intelligence humaine a déjà fait, n'est-ce pas? Seuls des êtres humains peuvent se tenir à la marge du pensable et arriver à penser l'impensable. Les ordinateurs, non, ils ne peuvent pas. Ils sont programmés soit par l'entraînement sur les données existantes, soit par des règles logiques, mais voilà, je ne crois pas que de la vraie nouveauté pourra arriver par l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, vous pouvez générer du texte, vous pouvez générer des images, etc., mais les images seront toujours dans le style d'eux. Le texte sera toujours à partir des textes qui ont alimenté le modèle, etc. Mais de la grande originalité, non, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible parce que c'est des machines. Et puis c'est nous qui les programmons, c'est nous qui les entraînons, etc. Il n'y a pas d'autonomie des machines. Oui, merci Anne-Marie Levrault. Donc merci pour votre exposé. Pardon, je vous entends très mal. Bon, Anne-Marie Levrault, donc merci pour votre exposé. J'avais une question à vous poser, mais j'aurais envie de rebondir sur la question précédente auparavant, parce que ce que l'on commence à voir, j'écoutais à la radio certains professeurs qui disaient que en fait, les élèves, par exemple, font faire des devoirs par l'intelligence artificielle générative, hein, et que finalement, pour pouvoir juger les élèves, ils étaient amenés à ne plus donner de devoirs à la maison, de ne faire plus que des devoirs en classe, etc. Et la question que je me suis posée, c'est si, certes, en théorie, je comprends tout à fait vos analyses, mais en fait, en pratique, est-ce que l'usage, on va dire à grande échelle, de l'intelligence artificielle ne peut pas faire perdre des compétences humaines? On voit bien que les réseaux sociaux, qui avec leurs algorithmes enferment finalement les gens qui les utilisent dans des boucles qui les enferment dans des gens qui pensent comme eux, finalement. C'est pour moi une perte d'intelligence aussi. Et donc, voilà, donc je m'interroge là-dessus. Et ma question, j'en profite, hein, qui était tout à fait différente. Allez-y. En fait, moi, j'ai été aussi très intéressée par ce que vous avez expliqué sur la complémentarité des deux intelligences collectives, celle de notre intelligence collective de notre institution et le fait qu'il fallait qu'en parallèle, si on veut être efficace, on doit développer l'intelligence collective des populations à risque et de leurs institutions en favorisant notamment leur autonomie, etc. Et du coup, je m'interrogeais sur les conséquences à en tirer pour notre action à nous. Par exemple, est-ce qu'il ne faut pas partir au départ de demandes du terrain, si j'ose m'exprimer ainsi, et apporter un appui? Mais si la demande ne vient pas, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, excusez-moi pour la longueur des propos. Voilà. Alors, si vous voulez, pour votre dernière question, je dirais que, bon, l'idéal, bien sûr, c'est juste du bon sens, hein, je n'ai pas de solution miracle, mais c'est le dialogue. C'est-à-dire que si la demande ne vient pas, il faut engager le dialogue. Et puis surtout, s'il y a une expression, il faut bien faire sentir aux gens qui s'expriment qu'ils sont entendus. Et ça va peut-être réalimenter le dialogue, ça va réalimenter la pompe à idées, quoi. Surtout ne pas négliger l'expression de l'autre. Voilà. Je dirais ça, c'est
ma recommandation principale. Maintenant, concernant la perte de compétences, alors, ça, c'est un sujet, vous savez, qui est très ancien dans la philosophie. Déjà, Platon condamnait l'écriture parce que les gens allaient perdre l'habitude de retenir par cœur et qu'ils allaient perdre la mémoire. Ah, bah alors si la mémoire est dans le livre, ah, bah, j'ai plus besoin de retenir. Alors il dit, mais c'est terrible, on va plus. Parce qu'il faut savoir que dans l'Antiquité, d'ailleurs jusqu'au Moyen-Âge, en fait, jusqu'au triomphe de l'imprimerie au XVIIe, XVIIIe siècle, toute l'éducation, toute éducation sérieuse comprenait des techniques de mémorisation, des mémotechniques, ces choses qu'on n'enseigne plus du tout, ces choses-là, alors que c'était très important avant. Bon, donc on a perdu beaucoup. Maintenant, pensez au calcul mental. Quand les calculettes sont apparues, bah, on n'a plus besoin d'apprendre même la table de multiplication, n'est-ce pas? Donc, on repose sur la calculette. Et alors, à chaque fois, on gagne et on perd. Voilà, moi, je dirais qu'il faut... Parce que vous n'allez pas faire disparaître ChatGPT. Il est là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'intégrer à l'enseignement, enseigner aux étudiants l'esprit critique, parce que ChatGPT fait des erreurs, ChatGPT dit des banalités, etc. Donc il y a plein de défauts. Donc apprendre à manipuler les nouveaux outils et à bien les utiliser. C'est comme les médias sociaux. Par exemple, moi je suis sur Twitter, ben, je fais des listes sur tel sujet, je cherche les spécialistes, etc., plutôt que de rester enfermé dans la boucle. Il y a toujours une façon d'utiliser positivement les nouveaux outils. Parce que, heureusement ou malheureusement, quand ils sont là, ils sont là. On ne va pas désinventer la calculette, c'est comme ça. On ne va pas désinventer l'écriture, on va pas, voilà. Donc il y a de plus en plus une extériorisation, une réification, une mécanisation des activités cognitives, n'est-ce pas? C'est comme ça. Donc il faut en tirer le meilleur. Voilà. Ça nous dispense pas d'agir. C'est ça le problème. C'est toujours ça. Il y a pas. C'est pas maintenant on a des machines qu'il faut, on peut être paresseux. Non, pas du tout. Pierre, une toute dernière question. Ensuite, il va falloir qu'on réorganise très rapidement la salle, mais vous ne sortirez pas avec l'équipe. On va réorganiser les sièges. Donc, question courte de Geneviève Beaumont. Oui, Geneviève Beaumont. Donc, en fait, je voulais savoir si, d'un point de vue pratique, vous avez pu suivre ce qu'avait fait Santé Canada pour justement interagir avec la population, pour lui faire prendre en compte certains risques. Et en finale, la phase la plus importante était d'arriver à l'empowerment des populations avec différentes méthodes pour justement autonomiser le citoyen vis-à-vis des risques qui pouvaient être sur son territoire, que ce soit des pollutions chimiques, nucléaires, etc. Je voulais savoir si vous avez pu voir en pratique comment rendre efficient les dialogues à partir de votre modèle. Bon, alors là, malheureusement, je ne sais pas répondre à votre question. Je suis intervenu souvent pour conseiller les gens. Certains ont suivi mes conseils, mais je n'ai pas pu suivre suffisamment longtemps leurs travaux pour vous dire... j'avoue que je suis plutôt un philosophe, hein, c'est-à-dire que je reste au niveau des conseils et puis je dialogue avec les gens, mais je n'ai pas les moyens de faire des études longitudinales pour voir les effets à long terme, etc. J'ai l'impression que ce que je dis, c'est juste du bon sens, en fait.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire malheureusement. Donc Thierry Ménager, moi j'ai juste une question, c'est vous avez développé des concepts. Est-ce que ça existe des travaux qui tendent à dire allons un peu plus loin et voir comment s'implanteraient ces concepts-là dans une organisation comme les nôtres? Notre organisation, nous avons une énorme intelligence collective, mais si on avait envie d'aller un peu plus loin, de voir comment les questions que vous soulevez, les 7 idées, est-ce qu'il y a des gens qui savent faire ça, de dire avec vous, dans votre contexte, poussons un peu plus loin à quoi nous entraînerait un peu d'implémentation de ce genre d'idées? Il y a des gens qui font ça? Bon, alors, ici, je pense qu'il faut faire appel à un certain nombre de consultants qui ont beaucoup plus de pratique sur le terrain que moi. Certains sont spécialisés dans l'aide à la délibération, parce que quand il y a 6 personnes dans une pièce, c'est facile de discuter. Quand on est 75, c'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? D'autres sont spécialisés dans la prise de décision, d'autres sont spécialisés dans la remontée des informations pour tout le monde, etc. Donc là, je pense qu'il faut vraiment faire appel à des consultants. Si ça vous intéresse, je peux vous en donner parce que j'ai évidemment des amis dans ce domaine. D'autre part, c'est très difficile de répondre parce qu'il y a en réalité, comme je vous l'ai dit en commençant, une énorme littérature sur le sujet. Et en particulier, je vous recommande la lecture des revues scientifiques. Alors, beaucoup sont en anglais, mais si vous cherchez Collective Intelligence, voilà. Alors, vous allez voir une grande partie, c'est orienté vraiment ingénierie, mais d'autres sont beaucoup plus orientés management, théorie des organisations, pratique de la coopération, etc. Là, il faut vraiment creuser de la littérature scientifique qui est, encore une fois, énorme. Hein. Merci beaucoup, Pierre. Je vous propose d'applaudir à nouveau Pierre Lévy. Merci pour votre patience, Pierre, malgré les défauts techniques. En tous les cas, c'était vraiment exceptionnel de pouvoir vous avoir et échanger. On reste en contact, puisque Pierre a accepté de faire un témoignage dans le cadre des grands témoins culture du risque et résilience. Donc, vous le reverrez prochainement. Merci infiniment. À très bientôt au téléphone, Pierre, et bonne journée à vous, puisque c'est le début de journée. On vous embrasse. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de travaux. Au revoir.